Salut les marques, salut les smarts, salut le peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, les chroniqueurs de la team catch-up passent au crible tous les shows de la WWE et parfois on fait des infidélités, en particulier quand ça me concerne, puisque en l'occurrence aujourd'hui on se retrouve pour reviewer la All Elite Wrestling et son Weekly Dynamite du 2 mars 2022. Vous m'avez peut-être identifié, chers auditrices et auditeurs, je suis le dinosaure masqué que dit, je suis votre Luchasaurus des podcasts, votre old school tonton catch-up. Et pour m'accompagner, pour analyser, pour encenser ou mettre en PLS cet épisode de Dynamite, accueillons une voix que vous connaissez bien, un part-timer special indie, special all elite wrestling, mon tag team partner of the day, la taloche du catch, le Tao. Salut mon Tao. Salut tonton, salut à tous, comment ça va? Comment ça va? Et toi? Écoute, la dernière fois qu'on s'était quitté, c'était pour un résumé fleuve de l'année 2021 à la All Elite Wrestling. On se retrouve quelques semaines plus tard pour un Dynamite qui s'annonce d'emblée assez velu. Bah là oui, là c'est peut-être l'un des plus gros Dynamite, j'ose le dire, déjà de cette année 2022 qui, n'empêche, commence très très bien, hein, cette année 2022, dans toutes les promotions, on est vraiment gâtés en tant que fan de catch. Ouais, ça a commencé fort, sachant que, bah là, écoute, c'est assez important puisqu'on se retrouve pour le 126e Dynamite du nom. Ça se passe à Jacksonville, en Floride, USA, dans une arena bien connue de la All Elite Wrestling, en l'occurrence le Daily's Place. Au commentaire, Excalibur, Jim Ross et Tony Schiavone. C'est le Go Home Show, mon Tao. Ouais. Du premier pay-per-view de l'année 2022 de la All Elite Wrestling, en l'occurrence Revolution. On va en parler à la fin de cette review. Restez bien à l'écoute jusqu'au bout, puisque tout simplement, avec la taloche, on va en profiter pour nous délivrer nos pronos sur ce pay-per-view d'AEW Revolution, et on ne manquera pas de revenir pour vous le reviewer. Mais en attendant, on est parti, et écoutez, ça va commencer tout simplement de manière costaud, puisque c'est le patron, Montao, qui débarque. Tony Schiavone est sur le ring avec le président de la All Elite Wrestling pour une annonce qu'il avait teasée déjà depuis une bonne semaine. Le chairman va faire tout un discours pour remercier les fans d'avoir fait de la All Elite Wrestling ce qu'elle est devenue aujourd'hui, et il va tout simplement, en toute humilité, annoncer qu'il a acheté la Ring of Honor. Alors, il y avait plein de bruits qui circulaient depuis des semaines et des mois sur le possible rachat, la faillite, l'abandon, l'arrêt, des repreneurs ou pas, etc., etc. Et écoutez, Tony Khan a mis tout le monde d'accord puisqu'il a tout simplement racheté la Ring of Honor. Alors, on parle d'un deal entre 30 et 40 millions de dollars, tout de même. Sachant qu'en plus, Tony Khan est en train de négocier aussi un contrat avec HBO Max qui a l'air assez important. Bref, le monsieur a l'air de s'y connaître en affaires, et il a beau être jeune, le gamin elle est dans l'ongle, et il y va. Il va en profiter d'ailleurs pour faire une petite blague aussi en disant que Shane n'est pas présent ce soir, en référence un peu au rachat la WCW par la WWF à l'époque et à la storyline qui avait suivi. Khan va rappeler le passé de pas mal de lutteurs de la EW à la Ring of Honor. Il va indiquer que Bryan Danielson et Christopher Daniels ont pris part au tout premier show de la promotion de Philadelphie, et que du coup les deux lutteurs vont s'affronter ce soir. Je m'arrête là pour te passer la parole, mon Tao, puisque là, l'opener de Dynamite commence avec une énorme annonce d'entrée. Bah là, c'est l'une des plus grosses annonces du monde du catch, j'ose le dire. Ah oui, un Ring of Honor, bouleversement oui. dans le monde du catch indépendant, incroyable. Ah là, on se croirait dans Star Wars, il y a vraiment les forces qui sont en train de bouger dans le monde entier. Tony Khan s'est fait le petit plaisir de racheter Ring of Honor, qui n'était pas forcément dans la meilleure position qu'on a pu connaître de cette promotion de Philadelphie, effectivement. Mais là, il y a tellement de choses à dire, pour de vrai, je pense que ça va être peut-être l'une des plus grosses parties de cette review d'épisode, parce que vraiment, c'est incroyable. On commence déjà avec cette annonce incroyable, qui, moi, m'a vraiment surpris. Alors, en plus, pour la petite blague, je me permets, tonton Chris, il y a quelques jours, il y a exactement 6 jours, sur Twitter, j'ai dit que Tony Khan ne rachèterait jamais la Ring of Honor. Donc vraiment, je suis toujours à côté de la plaque, et ça me fait extrêmement plaisir. Un gros fail, ça arrive. Gros fail. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est très très étonnant de voir ça acheter. Effectivement, c'est entre 30 et 40 millions
de dollars que ça a été racheté, donc c'est quand même déjà beaucoup plus que la WCW à l'époque qui avait été rachetée pour à peu près rien du tout. Et voilà, la Ring of Honor, même si ces dernières années on était un petit peu sur un déclin de la promotion, ils ont essayé de se renouveler, avec notamment avec la division Pure, hein, qui est revenue il y a quelques temps maintenant, il y a 2 ans à peu près. Mais voilà, c'était plus forcément la troisième promotion majeure aux États-Unis. Et d'un seul coup, bah, ça apporte forcément beaucoup d'intérêt à la Ring of Honor, à son retour aussi, hein, parce que je rappelle qu'ils reviennent le 1er avril 2022, ça c'est pas un poisson d'avril, avec leur gros show Super Card of Honor, du coup qui sera, je pense, très très attendu. Mais voilà, ça fait un choc, hein, de Ça, voir une aussi grosse promotion avec autant d'histoire en plus. Lié en plus à la AEW, comme Tony Khan l'a précisé avec Bryan Danielson notamment et Christopher Daniels, il y a beaucoup de catcheurs, hein, qui ont fait leurs armes du côté de Ring of Honor qui sont maintenant bon. à la AEW. Donc forcément là on a un gros catalogue disponible, hein, pour la AEW. Effectivement, comme tu l'as dit aussi, il y a un deal avec Warner pour HBO Max, parce que je rappelle qu'HBO Max ça appartient, pardon, à la Warner, et la chaîne TNT et TBS appartiennent aussi à Warner, donc forcément le deal fait que ça peut être plus facile de faire comme ça. Donc du coup, on se retrouverait sans doute avec le gros catalogue Ring of Honor et le gros catalogue AEW sur la plateforme de streaming qui n'est pas encore disponible en France, mais ça ne serait tardé normalement. Donc voilà, c'est des gros deals qui se mettent en place. Et pour le coup, j'ai l'impression de vraiment voir une promotion tellement complète désormais que on peut dire qu'elle a une histoire assez ouf avec ce rachat en plus. Parce que d'un seul coup, bah, on a un catalogue depuis 2002 et qui continue encore en 2022, donc ça fait vraiment plaisir de voir une continuité dans ce produit-là. Maintenant, à voir ce que va devenir la Ring of Honor après ça. Il y a des rumeurs qui parlent déjà d'une sorte de promotion de développement pour la AEW. Je suis pas forcément sûr que ce soit la meilleure chose à faire, mais pourquoi pas, avec le roster qu'ils ont, la AEW, ça peut être quand même assez profitable. Maintenant, voilà, je commence à avoir un petit peu de questions sur la structure, comment ça va être fait, comment ça va être proposé, comment ça va être présenté, surtout. Mais voilà, on va voir ce qui va arriver, mais en tout cas, ça donne envie. Sur les rumeurs de ce qui va être fait ou pas fait à la Ring of Honor par Tony Khan, de toute façon, il y en a déjà eu à peu près 17 564 qui sont sortis aujourd'hui. Tu sais, on parle aussi même d'une invasion, par exemple, d'un angle d'invasion de Oui, la j'ai Raw vu ça. qui serait tiré par Cody Rhodes, qui est, enfin J'ai fait la voilà. blague, moi, hein, j'ai fait la blague sur Twitter. Après, moi, je suis un peu ce que je comprends pas trop, enfin c'est pas que je comprends pas, c'est pour Tony Khan par contre qui rachète une fédé etc et qui en plus va bénéficier d'un super line-up de catcheurs parce qu'il y a quand même plusieurs catcheurs à la Ring of Honor qui sont d'intérêt absolu, n'est-ce pas Bandido, coucou Oui, là on a hâte. ah bah ouais non mais quand j'ai vu Bandido, il y a les Briscoe Brothers aussi qui sont à la Ring of Honor mine de rien. Jay Lethal qui était déjà venu, Gresham, bref, il y a des noms, ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux, la particularité à l'Elite Wrestling, quand même, c'est que Tony Khan est le booker en chef. Comment il va pas non plus se démultiplier et aller faire le booking aussi de la Ring of Honor. J'ai du mal un peu à comprendre comment il va envisager en fait la coexistence des deux fédés sans que l'une ne bouffe pas l'autre, tu vois. Ouais, Mon point d'interrogation. alors moi, je t'avoue que je pense que bah déjà, on va avoir je pense, alors c'est vite dit, un problème avec Dark et Elevation, qui vont être des shows peut-être un petit peu, bah, qui vont pas servir à grand-chose du coup. Donc je pense forcément que les shows de la Ring of Honor vont un petit peu prendre peut-être le pas sur Dark et Elevation, avec un roster assez puissant, mais pas suffisamment pour être dans le main roster. Je pense que ça peut être géré comme ça, ouais. Ouais. Et puis, sachant qu'en plus, comme Tony Khan veut aussi de plus en plus développer du crossover, que Oui, Jericho en fait plus. des énormes appels du pied pour monter un super show NJPW versus AEW, tu te dis qu'il y a du taf hein, du côté de la fédération de Jacksonville, Floride. Ah, c'est sûr. Ah ouais, hein, Ah, ça envoie. Hein. Donc du coup, chose promis, chose due. Hein, Christopher Daniels et Bryan Danielson sont bien là. Et donc pour faire la référence, hein, ils vont commencer le match en se serrant la main en Ring of Honor style. Et va suivre derrière un match de 11 minutes 17 avec
Des alignements totalement respectés, puisque Christopher Daniels, ça fait un moment qu'il n'avait pas catché, qu'il est vraiment là pour l'occasion. Bryan Danielson, en ce moment, il est en mode je roule sur tout le monde, puisque là, il n'a pas perdu un match depuis un sacré paquet de temps, et que quel que soit l'adversaire en ce moment, c'est traditionnel le mercredi. Tu prends ta fessée face à Bryan, et même si Daniels s'est fièrement défendu, hein, Danielson va réussir à le contrer avec son triangle steeper, dans lequel le pauvre Christopher Daniels va s'évanouir. L'arbitre n'aura d'autre choix que de faire sonner la cloche. Par la suite, Danielson va prendre le micro pour évoquer son premier match à la Raw, justement, et pour dire qu'à l'époque, tout se faisait avec une simple poignée de main. Mais dorénavant, il n'est plus à la Raw, il est à la All Elite Wrestling, et lui, il est là pour décrocher des têtes, tout simplement, et il va stomper notre ami Daniels à grands coups sous les huée de la foule. Là-dessus va arriver le John Moxley, parce qu'il a évidemment il a expliqué quand il frappe Daniels, il dit qu'il va arriver la même chose à Moxley dimanche. Celui-là débarque pour lui dire qu'il est là pour écrire l'histoire et que le premier chapitre va s'écrire dans le sang. Ça nous promet. Écoute, mon Tao, je crois que voilà, une fois l'annonce de Tony Khan est lancée, on est revenu aux bonnes vieilles habitudes de Dynamite. Un bon match et des promesses de bagarre pour dimanche. Bah, tout à fait. De toute façon, Bryan Danielson et Christopher Daniels, ils pouvaient nous présenter qu'un bon match, parce que les deux, c'est quand même des vétérans maintenant, comme présenté d'ailleurs juste avant. Hein, ils étaient là au premier show de la Ring of Honor, donc c'est quand même dire tout le chemin qu'ils ont parcouru. Il y a 20 ans, exactement. Donc voilà, ça fait plaisir. C'était un bon petit match. Ça fait plaisir de revoir Christopher Daniels à la AEW, sachant qu'il n'a plus été vu, en tout cas en tant que catcheur, depuis la séparation avec Frankie Kazarian. Voilà, donc c'était quand même à noter, je trouve. Et puis Bryan Danielson a foutu encore une fois une super bonne prestation. Juste après, il arrive à s'attirer les foudres du public en disant qu'il s'en fout de la Ring of Honor. Maintenant, il est à la AEW. Et la rivalité quand même avec Moxley, je trouve qu'elle est super bien amenée. Et qu'elle m'intéresse parce que en fait, ça va juste être une bagarre entre deux mecs qui ont envie de se bagarrer, quoi. Et ça fait vraiment plaisir. Ouais, deux mecs qui ont envie de se bagarrer avec malgré tout un Bryan Danielson qui a un plan derrière, quoi. Hein. On sent qu'il est dans la stratégie par rapport à la rivalité avec John Moxley, quoi. Mais par contre, ça va nous promettre effectivement une grosse baston dimanche soir là entre les deux. Donc, mais ça, on en parlera à la fin, mon Tao. Il y aura une petite promo de Sting et Darby Allin qui sont assez confiants sur leur succès à Rampage vendredi, parce qu'il y a une belle carte vendredi soir à Rampage également. Et pour Révolution dimanche. Et derrière, on enchaîne avec le gros morceau de la soirée, puisqu'on va avoir un tag team royal match. Battle Royale match, pardon. Casino Tag Team Battle Royale match, exactement le terme. Alors, le match en lui-même, en fait, n'est pas réellement une Battle Royale, parce qu'une Battle Royale, normalement, c'est tous les catcheurs commencent dans le ring. Là, en l'occurrence, on est en mode Royal Rumble. Il y a 15 équipes et chacun rentre après 1 minute 30 à peu près. Alors, je vais vous faire le line-up, mais pas dans l'ordre, dans le désordre. Il y a les 2.0. Il y a toute la crème de la Tag Team Division de la All Elite Wrestling. La Tag Team Division est en ébullition, mon Tao. Alors, ce match, il a son importance, hein, parce que c'est le number one contendership, hein, pour devenir number one contender du Tag Team Championship. Les Young Bucks, les 2.0, les Bear Country, les Best Friends, Brock Anderson et Lee Johnson, les FTR, The Acclaim, The Butcher and The Blade, mon Tao, The Dark Order 2 avec Evil Uno et Stu Grayson, The Gun Club, The Inner Circle avec Ortiz et Santana, The Varsity Blondes, The Wingmen, avec le frangin de Dolph Ziggler, en l'occurrence Ryan Nemeth, et les Top Flight avec le retour de Darius Martin, hein, qui avait été longuement blessé pendant quasiment 1 an, je crois, et qui fait enfin son retour au sein des Top Flight avec le frangin. Et là, mon Tao, écoute, moi j'ai envie de dire festival. On va avoir un match de 27 minutes avec, c'est les FTR qui vont commencer le match. Hein. Tout le monde va y passer. Alors, il va y avoir en fait peu d'éliminations sur le début, puisque dans les 5 premières minutes, il n'y a aucune élimination. Les équipes rentrent les unes après les autres, et puis petit à petit, ça va s'engager. Les FTR vont éliminer Alan Angels et Brian Pillman. Alors, Brian Pillman qui a une coupe de cheveux absolument incroyable, digne des groupes de Def Leppard ou des Twisted Sisters. Ortiz et Santana, à leur tour, c'est eux qui vont faire du ménage et qui vont dégager les Bear Country, les deux les uns après les autres, après 9 minutes de match. Dante Martin
Martin va éliminer Max Caster. Et listen, you're out. Anthony Bowens, lui, va continuer tout seul et va faire un bon bout de chemin dans ce match, assez étonnamment, tout seul, mais vaillant, le Anthony Bowens. Il va éliminer Griff Garrison. Derrière, Preston Vance, que j'aime beaucoup, du Dark Order, va éliminer The Blade, Tao, désolé. Et Viluno et Stu Grusson, d'ailleurs, vont continuer avec la destruction du Dark Order, puisqu'ils vont éliminer The Butcher. Là-dessus, Matt Jackson et Nick Jackson, qui sont rentrés peu avant, vont éliminer les deux frangins Gunn. Anthony Bowens, toujours là, élimine finalement Preston Vance. Ortiz élimine Chuck Taylor. Stu Grusson élimine Peter Avalon. Et Viluno en profite aussi pour dégager Ryan Nemeth. Anthony Bowens, qui est toujours là, va dégager Stu Grayson. Là-dessus, les frères Jackson vont commencer à faire du ménage bien aidé avec les FPR et les Top Flight. Tout le monde va dégager. Finalement, Anthony Bowens, après 20 minutes de match, sera éliminé par Darius Martin. On se retrouve avec Ortiz, Santana, les Top Flight, les FTR et les Young Bucks. Et à ma grande surprise, en tout cas moi me concernant, c'est Santana et Ortiz se font éliminer par les FTR. Ortiz se fait éliminer par Dax Harwood, exactement, et Cash Wheeler élimine Santana. Le trio final, alors là, à ce moment-là, on sait que les champions en titre actuels sont les Jurassic Express. On se retrouve avec 2 équipes heel et une équipe babyface pour le dernier run du match. Et finalement, au bout du bout, après de multiples spots, tout simplement Dante Martin va éliminer Cash Wheeler et va éliminer... Non, c'est tout, il élimine Cash Wheeler. Matt Jackson et Nick Jackson vont éliminer Dax Harwood. Et finalement, Matt Jackson va éliminer Darius Martin. Au bout des 27 minutes de match, du spectacle, du spot fest, des Young Bucks qui rentrent assez tard dans le match et à qui on a fait quand même un joli cadeau, je trouve. Tu me diras ce que t'en penses. Ça aurait peut-être pas été la même limonade s'ils étaient rentrés un peu plus tôt dans ce match-là. Mais en tout cas, belle démonstration de la Tag Team Division de la Elite Wrestling sur cette Battle Royale assez enlevée. Tout à fait. Là, on a eu vraiment les plus grosses équipes de la AEW, voire pratiquement toutes en dehors de celles qui sont déjà dans le match. Donc Jurassic Express et les Raw Dragon. C'était un super bon match. J'adore le concept de cette sorte de Royal Rumble en équipe. Je trouve ça super cool. Toutes les équipes ont réussi à être un petit peu mises en avant. Moi, ça m'a étonné un petit peu de voir Peter Avalon, sachant qu'on sait qu'il est plus sous contrat avec la AEW. Mais voilà, ils ont quand même voulu le mettre. Donc ça, c'est aussi à noter, je pense. C'est quand même un petit hommage à Peter Avalon qui n'avait pas forcément besoin d'être dans ce match-là, mais on a quand même voulu le mettre. Forcément, comme tu l'as dit, Butcher and the Blade, j'étais trop content de les voir parce que j'adore toujours cette équipe. Mais voilà, c'était super bien rythmé, c'était super cool. Moi, je pose aussi un gros big up à Max Caster avec son, son rap en arrivant qui t'a un petit peu. J'aime bien aussi, moi. Qui a un petit peu tweeté. Chacun pense ce qu'il veut, mais voilà, il a un petit peu tweeté des choses un petit peu bizarres. Mais c'était vraiment super cool. Je me suis pas du tout ennuyé pendant ce Royal Rumble d'équipe. Malgré le fait que c'est souvent un petit peu brouillon, les sortes de Royal Rumble, à des moments, ça se tape un petit peu dans des coins, on sait pas trop comment ça va. Mais là, vraiment, j'ai kiffé cette demi-heure de match, je trouvais ça super cool. La pop monstrueuse de Darius Martin quand il arrive, j'étais tellement étonné. Je me suis dit, ça fait 1 an qu'il a plus catché. Son frère a été mis en avant quand même assez bien durant ces derniers mois. Et lui, il revient et il est acclamé comme un fou, quoi. Toute la foule s'est levée. À son arrivée, j'ai trouvé ça incroyable. Et en plus, ils ont bien joué le coup parce que du coup, il était mis en avant durant ce match jusqu'à pratiquement la fin. Donc, bien joué à la AEW d'avoir réussi à flairer le bon coup avec lui. Et puis, je vais pas forcément refaire du play-by-play comme tu l'as si bien fait, mon cher tonton. Mais c'était quand même super cool ce match. Je me suis surtout contenté de donner les éliminations et tout ça parce que le match en lui-même était tellement fou. Moi, je conseille au peuple de catch-up d'aller voir direct les highlights et aller voir ce gros match si vous voulez voir du gros catch par équipe. Sachant qu'à la fin, je l'ai pas signalé, mais il y a les Red Dragons qui sont venus aussi intervenir. Parce que ça se termine quand même mal pour le pauvre Martin qui finit par se prendre un low blow par Matt Jackson, quoi, et qui l'élimine avec un super kick, quoi. Donc évidemment, ça se termine de manière sale. Mais c'est normal, les Young Bucks sont très très méchants et c'est ainsi que ça doit se finir.
Bah voilà, dans tous les cas, ça commence à semer quelques graines hein, dans la future réalité, je pense, des Young Bucks et les Hero Dragon. Je pense que Kenny Omega va plus tarder à, à revenir hein, du côté des Young Bucks. Mais voilà, c'était un match super cool. Franchement, je vous le conseille, allez le voir parce que c'était vraiment très 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 sympa. Ouais, on va en reparler un tout petit peu après de la Tag Team Division, donc de toute façon, vous inquiétez pas. C'est pas terminé. Allez, on continue. Il y aura un petit segment backstage avec Chris Jericho qui est là pour hyper son futur match contre Eddie Kingston à Révolution. Il est juste là pour finalement dire que si Eddie Kingston le bat, il gagnera son respect à vie. Mais enfin, bon, si jamais c'est lui qui le bat, ça sera pas tout à fait la même chanson. Et là-dessus, il y a Ortiz et Santana qui vont arriver. Et Jericho leur demande si ça leur va. Les Portoricains, ils lui disent que oui. Et puis ils se check. Alors moi, j'étais un peu surpris de ça. Parce qu'ils avaient eu une grosse promo les uns en face des autres avec Swagger qui était là, enfin Jack Hager qui était là. Et ça s'était pas super bien passé. Et j'étais étonné un peu de ce revirement de situation de Ortiz et Santana, quoi. Oui, moi je pense que c'est pour amener à quelque chose, honnêtement. Je pense pas que cette réalité elle va juste se terminer avec une victoire de Chris Jericho ou une victoire d'Eddie Kingston. Hein. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus. Et je pense que Ortiz et Santana, c'est vrai que c'est assez étonnant qu'ils se serrent la main après tout ça. Mais c'est assez commun à la AEW qu'il n'y a pas de trahison ou de séparation comme ça. C'est vrai que souvent ça reste moins théâtral que dans d'autres promotions où c'est soit tout blanc, soit tout noir. C'est assez nuancé à la W, donc ça m'a moins étonné de voir ce genre de petits segments. Alors, quelque chose qui était beaucoup moins étonnant, c'est ce qui s'est passé par la suite, puisque là, c'est un show qu'on a le droit quasiment toutes les semaines depuis plusieurs semaines maintenant. C'est la rivalité entre CM Punk et MJF. CM Punk est sur le ring et il est là pour évoquer la promo de la semaine dernière. Alors comme on n'est pas là toutes les semaines pour la All Elite Wrestling, pour ceux qui avaient un train de retard, voilà, il y a une rivalité entre MJF et CM Punk et la semaine dernière, MJF a fait une promo immense, pleine d'émotions, voilà, où vraiment malgré son statut de bad guy et de top heel de la fédération presque, et ben on avait l'impression qu'il était en même d'une grande sincérité. Enfin, c'était vraiment une promo extraordinaire à revoir aussi. Et donc là, CM Punk et PG Punk est là pour lui répondre. Euh, il explique que voilà qu'il avait attaqué Dean Malenko qui souffrait de Parkinson, qui s'en était pris verbalement à Brian Pillman. Enfin bref, toutes les saloperies qu'a pu faire MJF depuis que il est dans le pro wrestling. Punk il va finalement demander à MJF de venir et il va arriver. Punk il lui dit que un jeune garçon de 11 ans qui regarde MJF comme MJF lui-même regardait à l'époque, Punk quoi. Sauf que voilà, les choses ont changé. On est en 2022. Finalement, Punk va tendre la main à MJF et MJF va lui faire un énorme câlin, quoi. On le sent tout, tout ému, tout, voilà, tête baissée, etc. Il peut pas s'en empêcher. Il chope son idole de jeunesse dans ses bras. Ne rencontrez jamais vos héros. Avant finalement de faire quoi? De lui porter un gros loblo des familles. Ensuite, ils vont enchaîner avec un hit seeker. Finalement, il va appeler le Pinnacle à venir le rejoindre. Wardlow va lui amener la fameuse bague là. Et alors là, le MJF va s'acharner sur Punk complètement en sang. MJF lui dit qu'il est un serpent, I am a snake. Là-dessus, Sting, Darby Allin et Sammy Guevara débarquent pour venir faire partir les heels. Ainsi s'achève ce segment qui nous promet donc le Dog Collar match de Revolution. Vu comment ça a saigné ce mercredi soir, dimanche, ça va pas faire dans la dentelle, Tao. Ah bah là, c'est sûr. La semaine dernière, c'était avec une promo digne d'un des plus grands babyface de l'histoire, alors que c'est peut-être l'un des plus grands heels de l'histoire. Et cette fois-ci, encore, la promo était super cool. Cette relation avec CM Punk et MJF était super bien dosée. Et là, la trahison qu'on attendait, hein, forcément. MJF, voilà, on l'attendait, c'était très bien fait. Ce sang qui est de partout, qui gicle littéralement sur les vêtements de MJF, c'était aussi une image incroyable, qui, je pense, restera dans l'une des plus belles images, ou en tout cas des plus importantes de la AEW. Et oui, MJF qui a ensuite trash talk en disant qu'effectivement il est un serpent, et en reprenant la petite ref de CM Punk, qui disait il y a quelques semaines que le plus grand tour du diable, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Et c'est exactement ce qu'a fait MJF avec la promo de la semaine dernière, donc encore une fois, bien joué avec lui. Il y a des références de partout. Et moi, l'une des choses que j'ai vraiment beaucoup apprécié sur ce segment, c'est un petit détail, mais qui rend encore mieux, je trouve, tout ce qu'on a vu.
c'est les vêtements blancs. Alors c'est assez bête, mais en fait, CM Punk il vient avec un t-shirt blanc. Et MJF aussi vient avec son costard en blanc, qui pourrait aussi signifier que voilà, ils mettent un petit peu de trêve dans cette chose-là. Quand on entend le drapeau blanc, c'est pour arrêter tout ça. Et en Et oui. fait, ce blanc va être recouvert du sang de CM Punk de partout. Et c'est une image qui est incroyable, je trouve, qui a été super bien dosée. Le fait qu'après il se fasse étrangler avec ce collier de chien à la fin du segment aussi et je trouve bluffante. En fait, on est vraiment captivé par les images et par la rivalité qui entoure ces deux catcheurs incroyables, en fait, hein, tout simplement. Et MJF qui prouve encore une fois que malgré son jeune âge, c'est peut-être l'un des plus grands talents de l'histoire du catch. C'est fort possible. Mais on en reparlera tout à l'heure pour les pronos, mais effectivement, encore un gros segment cette semaine. Allez, on aura en coulisses une promo vite fait pour nous faire un petit coucou de Kisty qui, en fait, où il indiquait qu'il avait fait un match à Rampage. Coucou Kisly! Et il va être interrompu par Ricky Starks et Powerhouse Hobbs. Et visiblement, c'est deux de ses futurs adversaires lors du Face the Revolution Ladder match. Et bon, bien sûr, Stan qui est là un peu pour taunter Kisly. Mais en tout cas, vivement, mon Tao qu'on voit Kisly dans le ring un peu plus là. Ah, c'est ça, j'ai hâte. C'est un peu surprenant d'ailleurs de le voir pour son premier gros match à la AEW dans un match de l'échelle, mais pourquoi pas, hein. Et derrière, on a un match de la division féminine, un tag team match avec Mercedes Martinez, nouvelle arrivée, accompagnée de Thunder Rosa. Et de l'autre côté, il y a Dr. Britt Baker, DMD et Jamie Hayter qui sont là pour un petit match pareil, hein, petite preview de ce qui va se passer à Revolution. Et on aura un match de 8 minutes 32, plutôt sympa où j'ai été assez étonné de l'accueil de Mercedes Martinez. Je savais pas trop comment ça allait se passer avec le public. Parce qu'elle a quand même plutôt une aura de heel assez naturellement sur tout ce qu'elle avait fait auparavant. Donc je savais pas trop. Mais comme Thunder Rosa en ce moment, elle a un gros momentum. Et bah écoute, ça passait plutôt bien. Baker elle va chercher à en terminer plusieurs fois en voulant placer son Lockjaw là. Mais Martinez va réussir à faire un tag avec Rosa. Et finalement, enfin, le public, ce qu'il attendait, c'était que Rosa et DMD se fassent opposition. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et finalement, Thunder Rosa va réussir à placer un Death Valley Driver et son Fire Thunder Driver sur la championne pour envoyer un message à Britt Baker pour dimanche, mon Tao. 8 minutes 32 de match. Derrière, on terminera juste un petit segment féminin. Comme ça, on aura une totale avec Ty Conti qui sera aux côtés d'Anna Jay pour faire une promo pour rappeler que c'est elle qui va défier Jade Cargill à Revolution pour le titre intermédiaire des femmes, en l'occurrence le TBS Championship. Justement, Jade Cargill est dans le coin. Elle ne fait juste que 2 têtes et demie de plus que Ty Conti. Et elle lui dit, d'ailleurs, le manager de Mark Sterling l'encourage à renoncer au match, hein. Bon, évidemment, la brésilienne va refuser. Voilà comment s'achève ce segment avec Ty Conti et Jade Cargill. En attendant, Thunder Rosa, Mercedes Martinez. Match tag team féminin, on n'en a pas souvent à la All Elite Wrestling. Tao, je sais pas ce que t'en penses. Et ben celui-là, elles se sont pas ratées les filles, je pense. C'est vrai que c'est assez rare d'avoir des matchs féminins par équipe à la AEW, mais moi j'ai trouvé ça très très cool. Donc bon, il n'y avait pas forcément beaucoup de temps. Et moi c'est surtout la fin qui m'a assez dérangé, je trouve. C'était assez brouillon. On a Mercedes Martinez qui rentre sur le ring pour faire une prise à Britt Baker et après l'attaque Jamie Hayter. Et ensuite Thunder Rosa qui place sa finish. C'était assez bizarre, je sais pas forcément si c'était voulu comme ça à la base, mais pourquoi pas. En tout cas, moi j'aime bien le concept de match par équipe féminine parce que ça permet de faire avancer les histoires sans forcément avoir des matchs un contre un pour mettre en avant ou pas une des deux lutteuses, pardon. Donc voilà, les matchs féminins par équipe, je trouve que ça passe très bien à la W, j'aimerais bien en voir un petit peu plus. Et pour la ceinture de Jake Cargill, la ceinture TBS, contre Ty Conti, j'avoue que j'ai pas forcément beaucoup d'attentes sur ça. Ty Conti, j'ai toujours un petit peu de mal dans ce qu'elle propose. Pour le coup, j'aurais préféré voir Anna Jay, même si je pense que Anna Jay, c'est un projet qui va arriver un petit peu plus tard. Mais voilà, Jack Cargill, je pense que c'est le gros projet. Et même d'ailleurs, Brian Danielson l'a dit dans des interviews il n'y a pas très longtemps, qu'il était un petit peu jaloux de Jack Cargill parce que il y a écrit monnaie sur son front. Elle est littéralement. Enfin, elle a tout. Elle a tout ce qu'on peut attendre d'une catcheuse, en fait. Allez, on continue.
avec quelqu'un qui, alors lui, vit un jour sans fin tous les mercredis, puisque sa vie se résume à défoncer des mecs à grands coups de powerbomb et en général à plusieurs powerbombs consécutives. C'est tout simplement notre ami Wardlow. Et alors, c'était assez cocasse, puisque il affrontait César Bononi. Qu'on n'avait pas vu à l'antenne, à mon avis, depuis 1982, et qui tout à coup était de retour pour un match d'un squash à total sens unique qui aura duré 50 secondes, où il va se prendre, je sais pas, 4 powerbombs, je crois, consécutives. C'est ça, ouais. Et surtout, le fait notable, en fait, sera que ça va se chauffer très très fort entre Spears et Wardlow. Et Spears, d'ailleurs, va finir par reculer, hein, avec un petit sourire narquois, certes, mais reculer quand même face à la machine de guerre, face au chien de guerre qui est Wardlow. Donc écoute, on ne sait pas véritablement quel est le programme pour le Powerhouse, mais on sent bien quand même qu'il y a un projet derrière tout ça, Tao, quoi. Rassure-moi. Bah, tout à fait. Bah, ça fait déjà plusieurs semaines que Wardlow est vraiment présenté comme le mec qui commence à s'attirer les sympathies de la foule. C'est pour ça d'ailleurs que Shawn Spears l'accompagne, hein. Shawn Spears, c'est un peu le garde-fou de MJF sur Wardlow. Mais d'ailleurs, je pense qu'on peut même enchaîner avec le segment de Wardlow juste après, parce que ça aussi, c'est un segment Oui, super oui. intéressant qui fait suite au match. Et oui, effectivement, César Bononi, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à la AEW. Après, voilà, c'était pour des problèmes personnels. Il a dû retourner au Brésil, hein, dont il est originaire. Oui, Donc voilà, euh, ça fait quand même plaisir de le voir. parce que du coup, ouais, Wardlow et Shawn Spears, ils vont être en coulisses et il y a MJF qui va les rejoindre et qui va expliquer à Wardlow que s'il remporte le leather match, bah, il le laissera avoir son opportunité pour le titre TNT, quoi. Et que c'est pas comme s'il allait remporter le titre de toute façon, quoi. Et Wardlow lui dit que c'est pas parce qu'il est, qu'il est trop occupé à sauver son cul à MJF toutes les semaines. Et ça va pas plaire du tout à MJF qui va lui mettre une belle claque dans la gueule avant de répondre que si MJF est pas un lutteur, mais que Wardlow c'est pas un lutteur, c'est son garde du corps, quoi. Et donc il doit pas confondre sa gentillesse pour de la faiblesse. Si MJF avait pas été là, Wardlow et sa famille vivraient dans la rue. Carrément, on en est carrément là, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tiens, tu vois, ouais, voilà, quoi. C'est MJF, il t'enterre le Wardlow en Ah, ça, deux phrases, quoi. C'est c'est terrible, fou, ça. hein. Ah ouais. C'est fou. MJF, mais vraiment, avec ce segment, il est vraiment passé pour le dernier, alors excuse-moi de l'expression, mais pour le dernier des fils de pute. Oh, Parce que non, vraiment, mais clairement, il FDP, est, c'est 5 étoiles. Oh là il est là. vraiment, mais il est détestable, c'est assez incroyable. Et voilà, j'adore cette rivalité avec Wardlow, là. On sait que ça va prendre du temps pour vraiment construire quelque chose de très cool. Mais le fait que voilà, Wardlow, pour la première fois, il ose répondre à MJF, c'est encore une avancée dans le personnage, je trouve ça super cool. MJF qui pète un câble alors qu'il est en train de se nettoyer le sang de CM Punk sur les bras, je trouve ça aussi mais génial. Et oui, et Shawn Spears qui fait l'intermédiaire avec les deux et qui regarde la situation d'un air un petit peu enjoué, comme s'il il adorait voir Wardlow se faire humilier. Tout est incroyable dans cette réalité, je trouve ça super cool. Donc j'ai hâte de voir la suite de ce programme et j'espère qu'ils vont encore prendre leur temps parce qu'ils arrivent à très très bien à me faire attendre la suite de l'histoire. Full Gear, dernier pay-per-view de l'année à la All Elite Wrestling en 2022. Match pour le titre mondial de la All Elite Wrestling. Wardlow en top babyface et MJF en face. Peut-être détenteur du titre à ce moment-là, qui sait. Peut-être, Ça pourrait être assez énorme. On dira juste un petit mot sur, parce qu'il y a une petite vidéo package sur la House of Black, et moi qui est quand même une équipe que j'aime beaucoup là, qui commence à Ouais. se créer, que je trouve assez incroyable avec les deux Néerlandais et l'Australien là. Alors, en l'occurrence, Brody King, Malakai Black et j'allais l'appeler Murphy et Ouais. Buddy On Matthews parle bien. et J'aurais Buddy préféré qu'il s'appelle Matthews. Murphy. Et alors là, on a un trio. Alors, tu sais que t'as entendu parler aussi hein, que Tony Khan, et alors là, j'espère qu'il va le faire, hein, apparemment veut introduire un trios match, Ouais. un trios Mais là, il y a matière. championship. Alors là, avec ce qu'il y a, avec la tag team division de fou furieux, de fou malade qu'il y a à la All Elite Wrestling, là, s'ils nous mettent un trios title, alors là, moi, Et bah moi je vais j'ai hâte, hein. kiffer. Parce que moi, juste voir un main event de show où on a Kenny Omega et les Young Bucks contre Adam Cole, Bobby Fish et Kyle O'Reilly, avec la House of Black qui traîne par là, c'est déjà Oh, juste, juste ça me donne envie de regarder le truc. Après, on met la Andrade Hardy Family Office là. Vous mettez n'importe qui, j'ai envie de voir, pour la première fois peut-être de ma vie, j'ai envie de voir une ceinture trio dans une promotion américaine.
Ça serait énorme. Moi, je serais archi fan. Je suis archi fan des ceintures trios au Mexique, etc. À la Lucha Underground, d'ailleurs, il n'y avait pas de titre, par exemple, tag Ouais. team. C'était un titre trios. Et ah ouais, moi, je serais fan. Et apparemment, ça a l'air quand même d'être très, très sérieux. Donc, ça a l'air d'être plus que dans les tiroirs, là, quand même. Donc, j'espère que ça va se concrétiser. Et on parlait de catch par équipe. Et ben, écoutez, les amis, on va avoir Adam Cole et Eric Dragon, justement, en trios, qui vont affronter Eggman Page et The Dark Order, représentés par Alex Reynolds et John Silver. C'est notre main event, un match qui durera à peu près 13 minutes, où là, vraiment, clairement, tous les mecs sont là pour s'envoyer des messages à gogo, à part Alex Reynolds et John Silver, qui ont moins d'enjeux, mais qui sont surtout là en sidekick, tout simplement, du champion. Et ça va nous donner un match assez sympa. Toujours une ambiance totalement incroyable au moment de l'entrée de Ray Dragons et d'Adam Cole, grâce au theme song démentiel de Adam Cole. Alors moi qui suis pas un fan d'Adam Cole, à chaque fois je me dis ah mais j'aime tellement son theme song que vraiment bon je suis prêt à lui pardonner des trucs à cet homme-là. Mais du coup Eggman Page voilà, qui me paraît en pleine forme, qui me paraît chaud comme de la braise et qui va délivrer. Chacun va avoir ses passages. Les Dragons vont vraiment. On sent vraiment, de toute façon, l'alchimie avec les trois là, de Adam Cole, Bobby Ah, Fish et c'est Kyle sûr. O'Reilly. Ouais, on sent que les mecs ils se connaissent, mais ils pourraient quasiment catcher avec un bandeau sur les yeux. Je pense que ça passerait sans problème. Cole va quand même envoyer un message au champion Adam Page en lui portant un gros Enzugeri pendant le match avant de placer 2 super kicks consécutifs sur Reynolds, puis le Son the Boom pour la victoire. Post-match, les vainqueurs ils vont attaquer l'équipe perdante. Les Red Dragons ils vont même utiliser un espèce de scotch de gaffer là pour attacher Page aux cordes. Et finalement, Cole va porter son Panama Sunrise sur Reynolds, alors que Page ne peut rien faire pour empêcher tout cela et assiste au massacre. Ainsi se termine ce main event de Dynamite. Adam Cole et Ray Dragon sont donc les vainqueurs du soir. Ainsi se termine ce 126e Dynamite. Et nous allons donc pouvoir, mon cher Tao, comme le veut la tradition catchupesque, délivrer notre top flop note. Et on va commencer par la taloche du catch. On va commencer par toi, mon Tao. Alors mon top de ce show, ça va être, je pense, le magnifique segment backstage de Wardlow, Shawn Spears et MJF, que j'ai trouvé d'une justesse incroyable. Vraiment, juste, on regarde ce segment et on comprend les personnages, même si on les connaît pas, on comprend tout ce qui se passe avec eux. C'est vraiment super bien joué. MJF dans les détails, toujours dans les détails. C'est super bien fait. Et j'ai hâte de voir la suite. Mon flop, pour moi, ce serait sans doute la fin du match tag team féminin, que j'ai trouvé assez brouillon, même si sur le papier, ça m'emballait beaucoup, et je trouve que le début du match, et voire meilleur, les 3 quarts du match étaient très corrects. Et ma note, c'est ça, pour ce show. Pour ce Go Home Show, juste avant le gros pay-per-view Révolution. Eh oui, C'est quoi, c'est sur 5, c'est ça, hein? c'est sur 5, ouais. Sur 5, je mettrais, franchement, je mettrais un bon 4 sur 5. Et ben voilà, une très belle note. Et ben écoute, de toute façon, tu ne seras peut-être pas étonné, mais je vais te rejoindre largement. Moi, mon flop, je vais le donner à Ortiz et Santana. Parce que j'ai été Ouais. assez déçu qu'ils se fassent dégager. Alors, ils se font dégager en 4e, 5e équipe de la Battle Royale, mais j'étais. Non seulement ils perdent, mais après, en plus, derrière, il y a ce segment avec Chris Jericho qui, je trouve, tombait très mal. Euh, Comme si on nous a fait un truc un peu WWE, quoi. Comme si on avait déjà oublié ce qui s'était passé la dernière fois, quoi. Bah non, on n'avait pas oublié, quoi. Donc pourquoi on nous fait un espèce de coup comme ça, là Donc vraiment, moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris l'intérêt de ce truc-là. Et j'y ai pas trouvé d'intérêt particulier. Mon top, j'aurais pu le donner à plusieurs trucs, parce qu'il y avait vraiment plein de trucs super sympas dans ce C'est vrai. Dynamite. Entre les promos, les matchs, le main event était cool aussi. Il y avait un bon feeling, quoi. Et puis j'aime bien un John Silver, par exemple, que je trouve assez Ouais. spectaculaire, malgré cette petite taille là. En plus, il a une tête sympa, tu vois. On sent, il interagit toujours bien avec le public et tout ça. Et il y avait une belle ambiance. On en a pas trop parlé là, mais au Daily Space, là, il y avait encore une belle ambiance avec le public. Des grosses pop pour pas mal d'arrivées. Je pense à John Moxley aussi, qui a une sacrée pop quand il est arrivé, quoi. Ouais. Et donc vraiment un public toujours chaud, toujours enthousiaste, qui chante, qui insulte à gogo aussi, quoi. MJF, qu'est-ce qui se prend quand au moment où Punk tombe en fait au bord de l'apron là, qu'il a le visage en sang, etc. Mais et que justement MJF est en train de lui crier I am a snake, I am a snake, et là le public mais
comment il le pourrit, quoi, mais c'est un truc de dingue. Donc, vraiment. Et puis, bah, mon top, je vais quand même le donner, moi, je vais quand même le donner à la Casino Battle Royale, là, que vraiment, j'ai trouvé ça super. 30 minutes de catch de feu, tu t'ennuies pas une seconde, ça s'envoie dans tous les sens. Il y avait, comme je l'ai dit, la crème de la Tag Team Division, et c'est vraiment un des énormes points forts de la All Elite Wrestling, je ne cesse de le répéter, mais c'est vraiment un des trucs qui me fait venir tous les mercredis et tous les vendredis sur All Elite Wrestling, quoi, parce que je me demande toujours qu'est-ce qui va se passer dans le catch par équipe, et ça, c'est cool. Et ma note, eh ben, écoute, mon Tao, la vieillesse rejoint la jeunesse, et je vais mettre la même note que toi pour que nous soyons à l'équilibre, et ma foi, une fort belle tag team. Et moi aussi, je vais mettre un 4 à ce Dynamite, parce que vraiment, c'était que du plaisir. Moi, je veux que des go home shows comme ça. Presque, j'en suis à regretter qu'ils fassent que 4 pay-per-view par an, la All Elite Wrestling, parce que ça fait que 4 go home shows dans l'année, et c'est bien dommage, parce que franchement, c'était de qualité. Tout nous a été vendu parfaitement. Excalibur nous a fait un récap à la fin de feu, pour bien nous mettre dans le move, quoi, dans la pause commerciale à la mi-match du main event. Bref, tout était parfait. Et là, peuple du catch-up, non, 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 ce n'est pas l'heure de la promo. Vous n'en avez pas fini avec le Tao, avec le tonton, puisque nous allons nous lancer sur la carte de All Elite Wrestling Revolution 2022. Il y a pas mal de matchs. Et ces pronos, bah écoute, mon Tao, je vais annoncer les matchs, tu vas me donner ton prono, je donnerai le mien, et puis on avisera, quoi. Alors, on va commencer juste par le kick-off, ce que la All Elite Wrestling appelle le buy-in, pour vous donner l'info complète quand même, parce que c'est important. Donc, c'est le premier pay-per-view de l'année 2022 de la All Elite Wrestling. Ça aura lieu dimanche 6 mars à Orlando, en Floride, à l'Addition Financial Arena. Le pay-per-view sera diffusé en direct en français et en anglais sur Fit TV à partir de 2h du mat pour Paris et 21h, heure de Montréal. Hein ? Le buy-in, lui, il va commencer à 1h du mat à Paris. Donc, si vous êtes debout, eh ben, écoutez le prono de Tao pour le premier match qui sera Leyla Hirsch versus Chris Statlander, qui, je sais, est cher à ton cœur. Oui, bah justement, je vais mettre ma petite pièce sur Chris Statlander parce que ça va faire écho avec ce qui va sans doute se passer plus tard dans la soirée pour moi. Donc, pour moi, Chris Statlander va mieux se positionner. Et surtout, pour moi, c'est sur elle qu'il faut miser, même si j'adore Leyla Hirsch, qui est l'une de mes petites chouchous, mais je pense qu'elle doit encore un petit peu se perfectionner, ouais. Leyla Hirsch me paraît encore un peu green. Et comme toi, moi, je vais donner Chris Statlander pour une raison aussi simple, c'est que ça fait 2-3 épisodes consécutifs là, entre Dynamite et Rampage où elle a le droit à quelques petits packages vidéo et tout ça. On sent qu'ils sont ils sont en train un peu de la rebooker un peu plus forte là. La faire revenir comme il faut dans la Tag Team Division, donc avec un petit match de buy-in pour commencer, pour la relancer. Donc moi aussi, je vais donner Chris Statlander. Deuxième match de ce buy-in, et écoutez, ça sera QT Marshall qui va affronter Hook Tao. Bah, j'ai envie de dire, est-ce qu'on va mettre QT Marshall? Non, bien sûr, on va mettre Hook. Parce que Hook, c'est le projet. Et QT Marshall, en plus, ça fait des semaines et des semaines qu'il se fait mettre à mal par Hook. Donc là, c'est une victoire propre et nette de Hook qui va passer à autre chose. On va laisser QT Marshall aller entraîner les gens dans son école de catch. Écoute, bien sûr que je donne Hook aussi. Alors moi, par contre, je vais poser une petite réserve sur Hook. Parce que, alors je sais pas, est-ce que c'est générationnel et tout ça? Mais je t'avoue que moi, j'ai un peu du mal à comprendre. Alors, comme Adam Cole, voilà encore un gazier dont j'adore le theme song. Voilà, là, son entrance, là, elle est terrible quand il arrive. Et d'ailleurs, elle est tellement bien cette entrée que pareil, j'aimerais voir surgir un espèce de monstre quand j'entends ce, et c'est Hook qui sort. Et alors moi, je t'avoue que je suis totalement perplexe sur ce jeune homme. Sur ce que j'en ai vu dans le ring, je reconnais que c'est pas mal ce qu'il fait dans le ring. Je pensais pas, par exemple, qu'il allait avoir à son arsenal plusieurs souplesses et tout ça, vu le gabarit, etc. Et en fait, non, il est assez surprenant. Il est un petit peu dans un... Ouais, il me fait penser un peu à Darby Allin sur certains aspects. Et il me ferait penser peut-être à quelques cruiserweights qu'il y avait à la fédération dont on ne dit pas le nom, mais de temps en temps, on le dit quand même. Mais... Ouais, mais bon, là, bien sûr, vainqueur, évidemment, hein, parce qu'en plus, comme il est dans une hype pas possible, il est invaincu, hein, je crois. Toujours invaincu, ouais. Toujours invaincu, ouais. Donc c'est du sérieux, cette affaire Hook. Allez, là, on rentre dans la carte principale. Alors, je vais un peu tout faire dans le désordre, je crois. On va commencer avec Chris Jericho versus Eddie Kingston, Tao.
Alors, Chris Jericho contre Eddie Kingston, et ben moi je vais miser sur Eddie Kingston. J'avoue que je pense que c'est une victoire qui peut nous surprendre et surtout qui peut commencer à créer un retour de Chris Jericho en heel. Et pourquoi pas aussi je pense que Eddie Kingston a beaucoup plus besoin de la victoire que Chris Jericho a besoin de la victoire. Ah, alors ça, je suis bien évidemment d'accord avec toi que ouais, Eddie Kingston a besoin de cette victoire et en même temps, moi d'un autre côté, ça m'embêterait de voir Eddie Kingston gagner ce match. Je comprends. Donc, Je suis pas forcément fan d'Eddie Kingston, hein. je suis assez ennuyé. Oui, dans le cadre de la storyline, tu as tout à fait raison. Ça serait logique que ça soit Eddie Kingston qui l'emporte. Mais moi, je vais donner Chris Jericho quand même. Euh, Après, savoir aussi quel va être le positionnement d'Ortiz et Santana, qui est un espèce de truc un peu trouble. Mais je sais pas pourquoi, je sens la victoire de Chris Jericho. T'as vu qu'il est dans une shape pas possible, hein. Il est retourné à la salle comme un Ouais, fou. ouais, ouais. Bah, Je ça crois, fait plaisir, hein. j'ai vu qu'il avait perdu 15 pounds. Là, tu vois, à 50 balais, 49 balais. Eh ben, écoute, le Chris Jericho, quoi, tu vois, il s'est remis en forme pour être bien comme il faut pour AEW Revolution. Donc écoute, respect au Chris. Allez, au Y2J. Allez, on continue dans les single matchs. Tiens, John Moxley versus Bryan Danielson. Ouais, gros match. Oui, bah là aussi encore un gros match et encore un match simple, hein, sans forcément de ceinture autour. Là, j'avoue que le choix est cornélien entre John Moxley et Bryan Danielson, c'est assez fou. Mais honnêtement, je pense qu'on peut partir sur une victoire de Bryan Danielson. Mais je suis pas forcément sûr que ce soit une victoire clean, justement, sur John Moxley. Ouais, et ben écoute, euh, moi, parce que j'avais envie de donner la victoire à Bryan Danielson, mais j'avais envie de lui. Mais après, je me suis dit, ah, quand même, et tout. Et est-ce que, par exemple, ça serait une victoire de John Moxley par disqualification? Je verrais bien quelque chose sous cet angle-là, écoute, hein. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est qu'avec tout ce qu'ils se sont promis tous les deux, je pense que ça va être un match d'une grosse intensité. Oh, oh. Et puis John Moxley, ça va être un peu l'occasion de voir un peu ce qui vaut vraiment, hein, parce qu'on l'aura que très très peu vu entre les cordes depuis son retour, hein. Je sais même pas d'ailleurs, est-ce qu'il C'est a vrai, catché c'est vrai. une fois, une seule fois, je crois qu'il a Oui, catché. il a catché, il me semble, 2 fois, hein, depuis son Ah, retour. deux fois? Mais D'accord. là, c'est contre un catcheur quand même qui va lui poser sans doute beaucoup plus de difficultés. Et surtout, bah voilà, on nous a promis nous du sang, donc est-ce qu'on va avoir du sang, ça? Alors dans le match qui va suivre, est-ce qu'on va avoir du sang aussi? Là, je pense que de toute façon, vu ce qui s'est passé dans la review de Dynamite qu'on vient de vous analyser, tout simplement le dog collar match entre MJF et CM Punk, Tao. Et ben moi je mise sur une victoire de MJF. Ouais, je te suis à 100%. Ouais. Je sais qu'on pourrait dire bah, que MJF a déjà gagné les précédents affrontements, mais là je pense que MJF doit remporter cette victoire pour passer à une étape supérieure. Pourquoi pas même mettre CM Punk un petit peu absent quelque temps, hein, pour qu'il puisse prendre du temps off. On sait que c'est pas forcément un contrat où il va apparaître tout le temps, même s'il apparaît déjà beaucoup, je trouve. Donc voilà, une grosse victoire d'MJF pour le propulser sur le toit du monde. Ouais, je te rejoins complètement. Pour moi aussi, je pense que là, c'est le jeune loup qui va manger le vétéran, le chef de meute. Qu'il va y avoir une forme de passation de pouvoir, même si en fait CM Punk n'a absolument rien gagné finalement à Elite Wrestling, mais c'est au nom finalement de sa legacy et de tout ce qui s'est passé entre MJF et lui depuis des semaines et des semaines. Donc c'est la concrétisation à travers ce match. Ça va être un match sanglant, ça va être un match violent, euh, mais ça va être, oui, la victoire pour le jeune loup. Allez, toujours dans. Tiens, un trios match, on parlait de peut-être un trios. Là, on en a un trios match. On a Andrade El Idolo, Matt Hardy et Isaiah Cassidy qui vont affronter Sammy Guevara, Sting et Darby Allin. On notera que le TNT Championship ne sera donc pas défendu, puisque là, ils sont dans le cadre d'un trios match. Mais en tout cas, déjà, on a un line-up assez sympa avec deux grands anciens finalement, avec Matt Hardy et puis bon, Sting, on le présente même plus, hein, l'icône. Donc, c'est parti pour ce trios match, mon Tao. Oui, c'est ça. Bah, effectivement, le titre TNT n'est pas défendu parce qu'il le défend ce vendredi à Rampage, Et Sammy oui. Guevara, contre 2 adversaires, contre Andrade et alors je me rappelle plus du troisième participant de ce match. J'ai un trou de mémoire, je suis désolé. Tu me mets le doute Mais en tout aussi. cas, On va chercher. voilà, en tout cas, il va défendre sa ceinture ce Oui, vendredi, donc oui, oui. pourquoi pas même un changement de titre, même si
le titre TNT, c'est un peu le titre qui se fait mettre à droite à gauche. Donc bon, voilà, on verra. Mais en tout cas, voilà, le trios match de ce pay-per-view m'intéresse fortement. Déjà parce qu'Andrade m'intéresse fortement. Donc, dès qu'il est dans un match, j'ai envie de le voir. Un petit peu étonné d'ailleurs de cette configuration de la Andrade Hardy Family Office. Il faut s'y faire avec ce nom à rallonge. Parce que Matt Hardy, déjà, je suis très étonné de le voir dans ce match-là, parce que c'est peut-être celui qui est le moins en forme parmi tous les gens, alors qu'il y a Sting dans le match. C'est Donc vrai. bon. Mais là, pour le coup, j'avoue que j'arrive pas forcément à savoir qui est-ce qui pourrait gagner. J'aimerais bien qu'Andrade soit à la AEW depuis qu'il est arrivé. C'est pas forcément le mec qui rend le mieux. Donc moi, je miserais sur Andrade et son équipe, du coup. Ok. Je suis un peu partagé là, je sais pas trop. Euh, Ah, il y aura le champion TNT quoi qu'il arrive dans l'équipe des Babyface. Mais Écoute ça ton va cœur, peut-être. Pantou. Écoute ton cœur. Ouais, je pense qu'avec ce qui sera passé avec le match justement à Rampage, il y aura trop de tiraillements, tu vois, dans l'équipe des Babyface. Et du coup, je vois les Heels gagner, je vois comme toi, et je vois même Andrade quand même MVP du match, tout simplement. Et allez, victoire des Heels, ouais. Allez, c'est parti. Allez, maintenant on rentre dans les matchs là qui comptent pour du très très cher. D'abord le TBS Championship, titre intermédiaire féminin, Jet Cargill, qui est donc à 28 victoires et 0 défaites, qui affronte la brésilienne Tai Conti, la taloche. Bah, moi, je l'ai un peu dit déjà dans la review du show. Moi, c'est Jade Oui, Cargill oui, et de loin. oui. Tai Conti, elle va continuer à faire peut-être son petit bonhomme de chemin et peut-être continuer à être avec Anna Jay. Mais il faut absolument pas enlever cette ceinture à Jade Cargill, en tout cas pas maintenant. Ouais, je suis totalement d'accord. De toute façon, je voyais pas une seule seconde Tai Conti réussir. Moi non Elle plus. va peut-être avoir un bon match. Je pense qu'elle va avoir un peu de temps d'antenne. Elles vont avoir un match entre 8 et 10 minutes. Je pense peut-être même pas plus de 8 minutes, quoi, parce que Jen Cargi me paraît tellement sur une dynamique incroyable et brutale que je ne vois pas comment la pauvre Tai Conti pourrait s'en sortir. Donc, même s'il y aura certainement la présence d'Anna Jay dans les environs, je pense que ça ne suffira pas. Allez, on continue avec les femmes. Pour cette fois, le titre mondial, le AEW Women's World Championship. Britt Baker affronte Thunder Rosa, une Thunder Rosa qui a déjà battu Britt Baker dans un main event de Dynamite qu'on vous avait déjà relaté avec le Tao. On C'est retombe vrai. toujours sur ce match. On ne sait pas comment, c'est incroyable. Ce match, c'est le fil rouge de nos reviews. Et bah voilà, elle se retrouve cette fois. Là, ça rigole pas. Là, cette fois, c'est pour la ceinture. C'est pour l'or, mon Tao. Et là, c'est chaud, là. Là, c'est chaud, là. Ah, c'est chaud parce que je pense que ça va être un match incroyable. Mais moi, personnellement, je vais mettre une grosse pièce sur Thunder Rosa. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais mis Krista Thunder dans le buy-in qui allait remporter son combat parce que je pense que ça pourrait être bien présenté contre Thunder Rosa et je pense qu'aussi qu'on doit laisser le titre à quelqu'un d'autre. Britt Baker, elle a fait un petit peu le tour, je trouve, de cette ceinture. Et je pense que Thunder Rosa, ça lui reste très bien autour des hanches, cette ceinture. Et on pourrait passer avec Britt Baker à quelque chose d'autre. Elle n'a pas forcément besoin de cette ceinture, hein, justement, je pense, le docteur Britt Baker. Alors que Thunder Rosa, elle, en aurait plus besoin, je pense. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Eh ben écoute, moi je suis bien embêté, hein. Je pense qu'on va avoir un énorme match. On va peut-être avoir l'un des plus grands matchs féminins de l'histoire de la Holly Wrestling depuis qu'elle existe. Pour moi d'ailleurs dans le top 3 des meilleurs matchs féminins, il y a déjà un Britt Baker versus Thunder Rosa. Et là je m'attends à un très gros match. Et alors je suis très embêté, hein, toi tu donnes la babyface qui est effectivement dans un super méga momentum. Qui me Ouais, paraît ouais. presque inarrêtable en ce moment. Mais Britt Baker fait un gros règne, marche hyper fort auprès du public, marche hyper fort dans le merchandising. J'ai vu, elle est comme Alexa Bliss en fait, avec aussi, je crois qu'elle est la quatrième ou cinquième meilleure vendeuse de merch à la All Wrestling. Et moi j'ai bien envie de laisser la championne conserver, donc moi bah du coup là je vais aller de l'autre côté et je vais aller côté Hill et je vais voter pour Britt Baker qui conserve. Mais ça va être un superbe match. Ah, J'espère, j'en suis sûr. j'attends du 4 étoiles au moins quoi. Au moins.
Allez, on continue. Écoute, là j'ai fait le tour de presque tout. Il en reste 3. Donc il reste le Face of the Revolution Ladder Match. Le gagnant aura donc un match, un title shot pour le titre TNT. Et là on va avoir un gros line-up puisqu'on va avoir Keith Lee versus Wardlow versus Powerhouse versus Ricky Starks versus Orange Cassidy versus un mystère. Il me manque un nom. Oui, 1, parce 2, que pour 3, l'instant, 4, 5 parce que c'est à Rampage qu'on va savoir c'est à entre Rampage. Christian Cage et Ethan Page qui est-ce qui va gagner. Entre Ethan Page et c'était qui l'autre? Et Christian Cage. Et Christian Cage, oui, exact. Christian Cage. Oh, ça serait. Moi, j'aimerais bien revoir Christian dans un ladder match, putain. Ce serait sympa, ouais. Bah écoute, je vais donner déjà mon prono à Christian Cage pour Rampage. Parce que vraiment, ça me ferait vraiment kiffer. Alors, je dis pas que Ethan Page mérite pas en face, hein, mais ouais, voir Christian Cage dans un ladder match, je trouve qu'en termes de nostalgie, ça serait assez sympa. Et alors, sinon, alors, bah, en tout cas, sur le line-up Kisty, Wardlow, Powerhouse, Ricky Starks, Orange Cassidy, mon Tao. Bah, alors là, j'avoue que j'ai du mal à savoir. Moi, mon choix de cœur, ce serait forcément Keith Lee, parce que Keith Lee, il peut être contre n'importe qui, même si la ceinture change demain, vendredi. Peu importe que ce soit un heel ou un face, en face, c'est Keith Lee et ce sera forcément super bien. Mais bon, il y a tellement de gros noms qui, en plus, sont pour le coup, super bien trouvés parce que c'est des mecs avec un potentiel incroyable, que pour de vrai, n'importe qui en face pourrait, faire l'affaire, mais je reste sur mon choix de cœur, donc je reste sur du Keith Lee. Ouais, alors moi je suis embêté parce que je me disais que si Wardlow avait un title shot, Je pense que c'est trop si tôt. Je pense je que c'est pense trop que tôt pour Wardlow. ouais, ouais, et puis le titre TNT, est-ce que ça aurait vraiment l'impact? Ah, je sais pas du coup. Ah, j'étais bien embêté quand même, hein, j'étais bien embêté. Alors après, il y a un facteur quand même, c'est que Powerhouse Hobbs et Ricky Starks, ils vont bosser ensemble dans ce match. Et Ouais. alors que quoi qu'il arrive pour Orange Cassidy, même que ça soit Christian Cage ou que ça soit Ethan Page de l'autre côté qui débarque, il n'y aura pas d'aide particulière ni pour les uns ni pour les autres. Donc c'est vrai que du coup, Kisti paraît quand même truc assez envisageable. Euh, le seul truc qui m'ennuie, c'est que Kisti, il est babyface et que en face, ça sera Darby Allin ou Guevara qui sont les champions TNT. Donc C'est pas forcément gênant à la WWE, hein, il y en a ouais, beaucoup c'est qui vrai sont qu'à la contre et OW, sont tous les sous le l'alignement. contre-heel. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est vrai que cet alignement-là pose pas forcément de problème plus que ça, quoi. Allez, bah écoute, vas-y, je vais te suivre. Allez, vas-y. En plus, ça me fera plaisir aussi de toute façon. Donc, allez, vas-y, je vais te suivre. Je vais mettre une pièce sur le No Limitless. Et puis, bah écoute, l'avant-dernier match, le AEW World Tag Team Championship, le three-way tag team match, les Jurassic Express, Jungle Ball et le Luchasaurus affrontent le Kyle O'Reilly et Bobby Fish des Red Dragons contre les Young Bucks qui, donc, comme vous l'avez écouté dans la review, ont gagné leur shot. Gros match qui s'annonce là. Donc, mon Tao, eh ben, écoute, à toi de jouer les Nostradamus. Oh là 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 là. Alors ça, c'est peut-être le match le plus compliqué à pronostiquer parce qu'il y a vraiment des très, très bonnes équipes. Red Dragon et les Young Bucks qui sont assez liés par le biais d'Adam Cole. D'ailleurs, les Red Dragons qui étaient là, hein, lors du match, du show qu'on vient de reviewer, pour un petit peu aider les Young Bucks à la fin du match. Mais je pense honnêtement que c'est les Jurassic Express qui vont conserver la ceinture. Face à 2 grosses équipes en plus comme ça va commencer aussi à légitimer leur run, hein, de champion par équipe. Et puis surtout, je pense que les Red Dragons et les Young Bucks, ils vont être, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, occupés avec d'autres choses, hein, avec Adam Cole et Kenny Omega qui va sans doute, pointer le bout de son nez dans pas très longtemps. Donc pour le coup, ils sont là vraiment pour donner une grosse victoire aux Jurassic Express, je pense. Eh ben, figure-toi que je pense comme ça, alors que moi j'allais tout simplement voter avec le cœur, hein. C'est-à-dire que moi, de toute manière, là, Je j'aurais m'en doute. voté, ouais, ouais, là, clairement, j'allais voter avec le cœur, j'allais voter pour les Jurassic Express. Il fallait que le Luchasaurus et Jungle Boy conservent leur titre pour effectivement un peu plus entériner. Alors, ils l'ont depuis un petit moment maintenant, mais ils l'ont défendu déjà à pas mal d'occasions. Ça fait 2 mois, hein. Ça fait 2 Ouais, ça mois. fait 2 mois, ils l'ont défendu à quelques occasions à Rampage. Toujours victorieux, ils sont dans la hype. Je vois pas de raison particulière spécialement qui les empêcherait. En plus, c'est la seule équipe des trois là, à avoir un vrai powerhouse. Et ça va être un bel avantage.
Donc, pareil, j'attends un match archi spectaculaire. Là, de toute façon, ça va être, voilà, ça va être le sucre de la WWE, de la All Elite Wrestling. Oh là là, oh Ouh là là. le lapsus révélateur qui tue à la fin des pronos. Ah, je te jure. Mais non, non, vraiment, ça va être un match de tag team extraordinaire, quoi. Je m'attends à un truc, voilà. Et si les Jurassic Express conservent, bah, ça va être assez génialissime. Euh, les Young Bucks champions, bah écoute, ils ont déjà eu le plus long ring de l'histoire, hein, donc bon, ça pourrait parler aussi. Et puis les Red Dragons qui viennent d'arriver, mais comme toi, moi aussi, je pense que les Red Dragons sont prévus pour d'autres programmes à l'avenir. Allez, on termine, mon Tao, on est au bout. Bah écoute, il nous manque tout simplement le main event, le AEW World Championship entre Adam Page et Adam Cole. Alors ça, c'est assez drôle parce que c'est quand même... moi, ces deux mecs-là, je les ai découverts en 2014 à la Ring of Honor. Et à l'époque, Adam Cole était heel et Adam Page était face. Et ils s'affrontaient déjà pour le titre à la Ring of Honor. Et en 2022, 8 ans plus tard, je les retrouve en main event de Revolution à la All Elite Wrestling, fédération créée depuis 2019, et avec un Adam Page, champion du monde. Voilà, la boucle est bouclée. Bah, comme quoi, oui, et puis, toute l'histoire autour des 2 fait vraiment sens, hein. Adam Cole qui est venu, au début se présenter comme un mec, qui appréciait, Eggman Page parce que leur passif, comme tu l'as dit, hein, ils ont un très long passif et après qui commence à être un petit peu plus agressif et qui finit par, dire, que tu seras juste, dans cette promo incroyable que je trouve d'ailleurs vraiment vraiment folle, où Adam Cole dit, à Eggman Page qu'il restera toujours l'autre Adam. Je trouve que c'est vraiment, super cool. Je pense que ça va être un super, super match. Mais, pour moi, il faut continuer avec Hangman Adam Page parce que c'est lui, qui doit tout défoncer et plus le temps passe, plus il continue à avoir, l'approbation des fans et je trouve ça super cool. Et comme je l'ai dit d'ailleurs juste avant, dans le match juste avant, Adam Cole, je pense qu'il va partir sur un autre programme, parce que ça fait déjà depuis son arrivée, hein, qu'on nous tease autre chose avec lui. Donc là, je pense que Hangman Page va avoir cette grosse victoire contre Adam Cole et Adam Cole va enfin avoir sa première vraie défaite, parce que je rappelle que le match contre Orange Cassidy était un match, pas, qui comptait pas à la AEW. Donc du coup, ce sera la première re grosse défaite d'Adam Cole, du côté de l'AEW et on va continuer à propulser Hangman Page, encore plus haut. Ouais, bah écoute, on aura été quand même beaucoup d'accord sur ces pronos. Moi aussi, moi je vais donner Adam Page aussi vainqueur. Je pense que ouais, lui, il va entériner son règne, qui est déjà d'importance, hein, malgré tout. Mais je pense que là, la victoire, vraiment, pareil, ça va être un long match, je pense. Ça va être une grosse bagarre, mais je pense que le Cowboy va s'en sortir de cette affaire. Alors, est-ce que les Red Dragons interviendront ou pas? Mais il y aura le Dark Order qui sera de toute façon dans le coin, donc ça va équilibrer les débats. Euh, donc ouais, je pense que champion. Je serais vraiment étonné qu'Adam Cole prenne le titre comme ça Ouais. tout de suite aussi vite. Ça, j'avoue, ça me surprendrait vraiment beaucoup. Mais bon, on sait jamais avec Adam Cole, on sait jamais. Donc du coup, on va partir sur le principe quand même que le champion conserve. Et ben voilà, et ben écoute, Mataloche, on est arrivé au bout du bout. On est arrivé au bout de cette review du Dynamite et de ses pronos de Revolution qui se déroulera donc dimanche. Un petit rappel pour nos auditrices et nos auditeurs, si vous cherchez en ligne, vous avez le WWE SmackDown du 25 février là, puisque à l'heure où on enregistre, on est encore que jeudi, vous êtes peut-être en retard dans vos visionnages. Le Monday Night Raw du 28 février, qui est tout chaud, qui est tout beau, avec la pauvre Becky qui a pris des coups de fouet dans tous les sens, relaté par El Patron, IRM et moi-même, et un comptoir du catch aussi consacré à la Cesaro Section. À Cesaro, ah tiens, bah tiens, un dernier mot, un dernier petit mot, mon petit Tao, puisque quand même, Cesaro, on parle de la weight wrestling, en voilà un, euh, à mon avis, qui est peut-être un Ah, peu écoute, pisté, quoi. bah, tu sais, dans ces magnifiques pronostics qu'on a fait, j'ai parlé de cette victoire de Bryan Danielson qui serait peut-être pas une victoire, clean. Bah, voilà, Claudio qui pourrait venir, hein, Ah, pourquoi pas. carrément. Ah ouais, toi, t'envisagerais carrément. Bon, il est agent libre, hein, il peut faire ce qu'il Il veut, peut notre faire ami ce qu'il suisse, hein. veut. Après bon, ça relève beaucoup plus du fan qui est en moi, hein. Je pense que ça se fera pas du tout. Mais voilà, Bryan Danielson, il a proposé à Jon Moxley de faire un clan pour, un petit peu, aider les jeunes à mettre en avant, voilà et ben, Claudio, c'est exactement c'est exactement le mec qui pourrait être à côté de Bryan Danielson et former ce genre de clan, hein.
Bah, écoute, alors là, si jamais ça s'avère, oh ça sera quand même du fantasy booking de haut vol. Je pense que notre ami Raphaël Hier, qui est très croustillant de ça à catch-up, t'en remerciera si jamais ça se passe un truc pareil. Moi, j'avais un doute sur Cesaro parce que je sais même plus si j'en ai parlé pendant le compteur du catch, mais je me demandais s'il avait pas envie de retourner un peu en Europe. C'était un pilier à la WXW. Je serais pas étonné en fait qu'il ait envie de refaire un petit run en Europe avant de peut-être repartir aux États-Unis, etc. Ou est-ce qu'il a tellement une vie tellement installée aux États-Unis maintenant que Bah, effectivement, je pense aussi, hein, il est avec sa femme qui est d'ailleurs toujours à NXT pour le coup. et une Donc américaine? C'est qui oui, sa femme? oui, oui. C'était la manageuse à l'époque où il était avec, Chris Hero en équipe, j'oublie à chaque fois son nom, je suis désolé, je vais King hop, of Wrestling? Kings of Wrestling, je suis en train de Ouais. tricher en même temps. Ah vas-y, triche. Je t'avoue que je sais pas du tout qui est la conjointe de notre ami Claudio Heu, Castagnoli. c'est Mais Sarah Del Rey. ah, c'est Sarah Del Rey, Sarah Del Rey. Ah, ok, c'est ça, ok, c'est ça. ok, d'accord. Ah ouais, donc je comprends mieux du coup, oui. Donc effectivement, bah écoute, peut-être que ça tient la route du coup ton affaire, hein. Donc écoute, à Je voir. pose ça là. En tout cas, c'est en ligne, les amis. Vous pouvez aller voir. On revient sur les 11 années passées à la WWE avec Cesaro. Et nous, on faisait partie des chroniqueurs qui étions fans du Swiss Cyborg. Donc je pense que si vous en faisiez partie également, vous allez vous régaler. Allez. Et puis, on va en terminer. Pour nous rejoindre la communauté Catch-up, c'est facile. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord. Tous les liens sont dans la description, sur la vidéo YouTube. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Aosha. Il ne me reste plus qu'à remercier mon tag team partner of the day, l'impressionnant taloche du catch, le Tao. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette review de Dynamite et ses pronos de Revolution. Ça nous a permis de faire un go home show aux petits oignons, mon petit Tao. Eh ben, merci à toi de m'avoir invité tonton et merci à Catch-up, de m'avoir aussi, invité sur, leurs ondes. Écoute, c'est un plaisir. Toujours renouvelé dans des reviews mouvementées. Il y a du sport à la All Elite Wrestling, il y a de l'ignoble sport, mais ça, c'est vraiment que du bonheur. Je le répète à chaque fois qu'on a l'occasion de faire une review de la All Elite Wrestling, à pouvoir avoir la chance d'avoir comme ça deux fédés qui se tirent la bourre et voir en plus deux produits assez différents l'un de l'autre, mais de qualité, bah, c'est toujours un plaisir. Et le review avec toi encore plus. Écoute, j'espère qu'on aura l'occasion pour AEW Revolution, mais ça sera une autre histoire. On verra ça la semaine prochaine. En attendant, Peuple de Catch-up, on va vous laisser sur ces bonnes paroles. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous. On vous fait des cordes à linge plein la face. On enchaîne avec un bridging O'Connor Roll pour le tomber. 1, 2, 3. Victoire en vilain de la team Tao et Tonton. Salut Tao. Salut tonton. Et salut Peuple de Catch. Tiens, il y a Vince McMahon qui était chez Pat McAfee. Et il a annoncé qu'il allait introduire lui-même l'Undertaker Hall of Fame.